Si vous avez manqué la dernière keynote d'Apple du 27 octobre 2016, eh bien sachez qu'Apple a sorti un nouveau MacBook Pro en version 13 pouces et 15 pouces, toujours comme la gamme précédente, sauf qu'on a une énorme nouveauté sur cette gamme, c'est cette fameuse Touch Bar qui permet, si vous voulez, d'avoir plein de fonctions qui s'adaptent au logiciel qu'on utilise. Alors on va regarder quelques secondes de vidéo pour voir exactement de quoi il en retourne. Vous voyez que cette touch bar est complètement tactile, elle reprend un petit peu les écrans tactiles de l'Apple Watch ou de l'iPhone. C'est voilà, tactile avec le doigt, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez faire défiler des fonctions de certains logiciels. Vous pouvez l'utiliser comme on le voit ici dans Photos pour retourner vos photos. Vous avez les fonctions dans Mail, dans Messages pour pouvoir envoyer des messages, envoyer des smileys. On peut complètement personnaliser cette barre et vous pouvez tout à fait également utiliser cette barre dans chacun des logiciels de votre Mac. Vous voyez, à chaque fois, elle s'adapte. Ici, on peut répondre à un appel téléphonique. Je rappelle que l'iPhone et l'iPad, et là on peut faire un paiement en ligne, l'iPhone, là on est sur Final Cut Pro 10, vous voyez, donc cette barre tactile s'adapte en fonction du logiciel qu'on utilise. Donc c'est une des principales nouveautés. Personnellement, je suis très excité de tester cette Touch Bar. Je vous donnerai mon sentiment une fois que j'aurai reçu ce MacBook Pro. Donc cette Touch Bar est tactile, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de touches physiques. Elle peut être configurée de telle sorte que ce soit exactement comme avant, c'est-à-dire vous avez les touches de fonction et en fonction des logiciels ensuite que vous utilisez, vous pouvez l'activer ou non pour pouvoir gagner en productivité. Alors, en dehors de cette Touch Bar, qui est la principale nouveauté, il y a pas mal de choses à dire sur ce nouveau portable. Il y a des choses positives et il y a des choses négatives. Donc, je vais commencer par les choses positives. On va rentrer donc sur la page du MacBook Pro et on va essayer de voir un petit peu quelles sont toutes les nouveautés intéressantes de cette nouvelle gamme de portables chez Apple. Donc, comme on vient de le dire, la première nouveauté, c'est la Touch Bar qui est ici, d'accord ? Donc la seconde nouveauté, comme vous le voyez, c'est la grande finesse de ce nouveau MacBook Pro. Il est beaucoup plus performant à tout niveau que les générations précédentes, mais il reste quand même plus fin, et ce qui est vraiment appréciable. On l'a également en gris sidéral ou gris clair, donc il y a deux couleurs cette fois-ci disponibles pour ces nouveaux MacBook Pro. Vous voyez, le modèle 15 pouces fait moins de 2 kg, et il est un petit peu plus étroit et un petit peu plus moins profond que l'ancienne génération. Ça veut dire qu'il sera moins encombrant pour la même taille d'écran. Même chose pour le 13 pouces qui est plus petit, beaucoup plus petit qu'un MacBook Air et qui est aussi fin qu'un MacBook Air. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là que Apple ait réduit l'encombrement de ses Mac portables. À côté de la Touch Bar, vous voyez ici, on a le Touch ID qui permet de faire des paiements en ligne, qui permet également de déverrouiller le Mac, un petit peu comme sur l'iPhone. Donc ça, c'est vraiment super qu'on ait enfin cette fonctionnalité sur Mac. Et ce qui est assez intéressant aussi sur ce Mac, c'est un petit peu comme avec les iPhones et iPad sur iOS 10. Quand on prend l'iPhone sur une table, hop, juste le fait de le prendre, eh bien, il s'allume directement. Et là, c'est la même chose avec ce MacBook Pro. Il suffit d'ouvrir l'écran pour qu'il s'allume. Donc ce sera assez intéressant. Vous voyez ici Final Cut Pro, le logiciel de montage vidéo professionnel d'Apple, avec la Touch Bar juste en bas. Et on voit la timeline à l'intérieur, c'est quand même assez dingue. Je vous avouerai que je suis très excité à l'idée de tester tout ça. Vous voyez, en fonction des applications, vous pouvez cliquer ici et vous voyez un petit peu cette Touch Bar qui se personnalise. Là, on est dans Photos, etc., etc. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont proposé de plus qu'avant ? Eh bien, on a un stockage flash qui est beaucoup plus rapide qu'avant. Alors avant, c'était déjà parmi les plus rapides du marché. Cette fois-ci, c'est vraiment le plus rapide, tout ordinateur portable confondu, toute marque confondue. Donc on a un stockage flash ultra performant sur ces MacBook Pro. Donc pour rappel, le stockage flash, c'est une technologie qui permet de stocker des informations sur le disque dur. Ce sont des disques durs à mémoire flash, c'est-à-dire que le disque dur n'a plus de mouvement mécanique, c'est plus du tout un disque qui tourne, c'est vraiment des puces électroniques, et c'est vrai que ça coûte encore cher aujourd'hui, ces stockages flash, et vous allez voir tout à l'heure, ça se ressent dans le prix de ce MacBook Retina. Donc vous voyez que ce MacBook Pro est vraiment superbe, vraiment au niveau de la finition, il a l'air vraiment super beau. Ensuite, au niveau de l'écran, qu'est-ce qui a changé ? Eh bien, on a un écran qui est désormais
qui affiche désormais un espace de couleur P3, ce qui offre, eh bien, comme on nous le dit ici, 25% de couleurs de plus que l'espace colorimétrique RGB habituel. Donc c'était déjà le cas sur les iMac Retina, c'était pas encore le cas sur les portables, c'est maintenant chose faite. Les MacBook Pro ont le même écran avec le même espace colorimétrique que les iMac 5K qui sont absolument fabuleux. Ensuite, les haut-parleurs, bon voilà, on a un son qui est un petit peu meilleur, soi-disant, sur les deux modèles, donc ça reste, on va dire, anecdotique. Alors le trackpad, comme on le voit ici, a été largement amélioré puisqu'il est 2 fois plus grand, donc ce qui permettra dans certaines applications de faire des gestes tactiles avec les mains avec beaucoup plus de confort, donc ça c'est une nouveauté qu'on attendait sur les MacBook Pro et on n'est pas déçu à ce niveau-là. Ensuite, le Thunderbolt 3. Alors peut-être que c'est quelque chose qui vous parle pas du tout. Eh bien sachez que le Thunderbolt, c'est une technologie qui existe sur les Mac depuis 2011 et qui est surtout destinée aux professionnels du montage vidéo ou de l'audio numérique professionnel. Alors à quoi ça sert? Eh bien le Thunderbolt a l'avantage de pouvoir chaîner plusieurs appareils sur un seul port. Je crois qu'on peut chaîner jusqu'à 6 appareils par port, vu qu'il y a 4 ports Thunderbolt 3 sur les MacBook Pro 15 pouces et 13 pouces, eh bien ça fait quand même 24 périphériques possibles de connecter sur ces Macs, ce qui est assez hallucinant. Donc sur la capture qu'on voit ici, vous voyez qu'on a 2 écrans LG 5K connectés au MacBook Pro, donc ce qui est assez hallucinant pour un portable. Grâce au Thunderbolt 3, il peut gérer 2 dalles avec une définition de 5K. D'ailleurs au passage, Apple a annoncé après la conférence de presse arrêter la commercialisation d'écrans. Donc c'est pour ça qu'on voit des écrans LG sur le site d'Apple. Ces écrans ont été développés en collaboration avec Apple, c'est-à-dire que comme l'écran Thunderbolt Display qu'on avait auparavant chez Apple, qui n'était malheureusement pas en 5K, eh bien on a la webcam, vous avez un hub USB derrière, l'écran peut alimenter le Mac grâce au Thunderbolt 3, donc on garde en fait toutes les fonctionnalités de l'écran Apple avec une bien meilleure définition. Donc voilà, donc le Thunderbolt 3, c'est une technologie qui permet également de relier des disques durs externes en Thunderbolt 3. Si on regarde les débits du Thunderbolt 3, on est à 40 gigabits seconde, ce qui est quasiment x10 par rapport à l'USB 3. Donc c'est vraiment des débits énormes. Alors c'est clair que tout le monde n'en a pas besoin, mais pour les professionnels de la vidéo, eh bien c'est absolument génial, puisque ça permet entre autres de brancher un disque dur externe et par exemple de monter des vidéos 4K, 5K, 8K en multicam sans aucun souci. Le Thunderbolt 2 était en 20 gigabits seconde, donc ça c'est les précédentes générations de MacBook Pro, et le Thunderbolt 1 qui est sorti en 2011 était de 10 gigabits seconde, ce qui équivaut à l'USB-C qu'on a sur les MacBook Pro également. Et l'excellente nouvelle sur cette gamme, c'est que le connecteur USB-C qu'on voit là, et en fait c'est le même connecteur que le Thunderbolt 3. Alors il y en a beaucoup qui râlent parce qu'il y a des nouvelles connectiques, mais en même temps je trouve qu'il faut saluer la démarche d'Apple, puisque maintenant on a un seul port qui fait tout. Et oui, c'est 4 ports sur les MacBook Pro qui sont... Donc sur les gammes de MacBook Pro qui ont la Touch Bar, il y a 4 ports USB-C et 4 ports Thunderbolt 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait ces 4 ports font tout. Ils font à la fois USB-C. Si vous branchez un disque dur en USB-C, bien, ça va fonctionner. Si vous branchez un disque dur en Thunderbolt 3, ça va fonctionner aussi. Donc il y a une connectique quand même qui est super fournie. On pourrait croire que effectivement on a perdu l'USB, on a perdu l'HDMI, on a perdu le port SD card. Alors certes, on n'a plus la carte SD, on n'a plus l'HDMI, mais l'USB-C et le Thunderbolt 3 sont capables de sortir de l'HDMI, sont capables de lire des cartes SD, sont capables de lire de l'USB, de l'USB-C, etc. Donc c'est des ports qui sont compatibles avec toute technologie existante, et on a enfin en informatique, c'est déjà le cas sur certains PC également, une connectique universelle. Donc forcément aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui râlent parce qu'il faut acheter des adaptateurs, mais à un moment donné il faut bien faire la transition, et voilà, la transition c'est aujourd'hui. Donc on a une petite période qui va être un petit peu pénible où il va falloir se trimballer des adaptateurs, mais cette période va durer 1, 2, 3, 4 ans suivant la fréquence à laquelle vous changez vos périphériques et vos ordinateurs.
Mais voilà, après ce sera terminé et on aura une connectique qui pourra tout faire, et c'est le cas avec ce Thunderbolt 3 et cette USB-C. Donc moi personnellement je suis très content, d'autant plus que cette connectique vous permet également d'alimenter votre Mac, c'est-à-dire que maintenant vous pouvez alimenter votre Mac depuis n'importe quel port, depuis à droite, à gauche, peu importe, vous pouvez le brancher sur le secteur depuis n'importe quel port. Alors c'est sûr qu'on a perdu le MagSafe qui était très pratique et qui permettait d'éviter d'accrocher le câble et de faire tomber le Mac, donc là on l'a plus, mais on peut l'alimenter de n'importe quel côté, ce qui évite aussi peut-être les bêtises si on le branche du bon côté. Donc voilà pour les bonnes nouvelles sur ce MacBook Pro. Il est plus fin, il est plus puissant, il y a un trackpad qui est beaucoup plus gros, vous avez un écran qui affiche beaucoup plus de couleurs, vous avez le Touch ID qui permet avec l'empreinte digitale d'ouvrir votre Mac, donc vous n'avez plus à taper votre mot de passe. Vous avez la Touch Bar qui vous permet de gagner en productivité, vous avez un plus grand trackpad, vous avez un nouveau clavier qui est beaucoup plus fin et a priori beaucoup plus agréable. Ensuite, modèle 15 pouces, modèle 13 pouces, donc les deux modèles qui sont disponibles sont avec la Touch Bar, et on a un modèle, on va dire, entrée de gamme, qui garde quasiment toutes les mêmes fonctionnalités que les autres modèles, hormis la Touch Bar, donc il sera un petit peu moins cher. Donc voilà la nouvelle gamme de MacBook Pro, les modèles 15 pouces, les modèles 13 pouces, et un modèle d'entrée de gamme sans la Touch Bar. La mauvaise nouvelle, c'est que si on va sur le bouton acheter, et bien là, on déchante un peu puisque les prix sont, on va dire, stratosphériques. On commence à 1700 € pour le MacBook Pro qui n'a pas la Touch Bar. Donc si vous voulez la Touch Bar, il va vous falloir débourser 2000 € avec seulement 256 Go de stockage. Donc clairement, je trouve comme tout le monde que ces MacBook Pro sont beaucoup trop chers. Bien qu'ils font vraiment envie, parce que il n'y a rien à dire au niveau du matériel, la mise à jour est assez impressionnante, et il y a de l'innovation dans ces nouveaux Mac, mais les prix sont quand même un petit peu démesurés. Donc ça c'est la gamme de Mac pour les 13 pouces, et si on va sur les 15 pouces, alors là ça monte encore. Le premier 15 pouces avec la Touch Bar est à 2700 €. Donc ça c'était le prix du MacBook Pro 15 pouces ancienne génération avec 512 Go. Donc il n'est pas très loin du prix de l'ancienne génération, mais on n'a quand même que 256 Go. Et voilà, et on a quand même une carte graphique sur les deux modèles de 15 pouces, ce qui n'était pas le cas avant, puisque sur le premier modèle de 15 pouces, on n'avait pas de carte graphique. Donc voilà, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une carte graphique maintenant sur les deux modèles de MacBook Pro. Et il y a encore en vente l'ancienne génération de MacBook Pro en Thunderbolt 2 qui est encore en vente ici à 2249 €. Donc si pour vous ces tarifs sont un petit peu chers, ce que je comprends tout à fait, eh bien peut-être que c'est le moment de faire des bonnes affaires et d'aller ici dans les produits reconditionnés, puisque vous allez pouvoir trouver des Mac reconditionnés d'ancienne génération. Donc par exemple un MacBook Pro 15 pouces, vous voyez à 512 Go, ici on l'a à 2369 € au lieu des 2700 ou 2800 il y a encore quelques jours. Voilà, là pareil, un modèle 1 Tera à 2800 € au lieu de 3400 €. Donc il y a pas mal d'affaires à faire. Vous voyez ici aussi, on est à 1900 € pour le MacBook Pro Retina 15 pouces d'ancienne génération. Finalement, ça correspond à ce modèle-là, vous voyez, à 2249 €. Donc en reconditionné, vous l'avez à 1900 €. Alors vous voyez qu'on peut aussi changer la couleur, hein, ça c'est assez appréciable. On peut avoir la couleur argent habituelle ou un modèle un petit peu plus foncé en gris sidéral. Alors les nouveaux modèles sont chers, mais ils sont encore plus chers si on clique ici sur sélectionner et qu'on rajoute des options. Alors je vais essayer de vous conseiller, si vous êtes professionnel et que vous réfléchissez à acquérir cette machine, quelles sont les options intéressantes et quelles sont les options qui le sont un petit peu moins. Alors déjà, l'option du processeur ici, pour moi c'est purement marketing, il n'y a pas une énorme différence de performance entre ces deux processeurs, donc elle n'est pas forcément intéressante. Ensuite, la capacité, ça dépend de vos besoins. Si vous aimez avoir tout en interne, vous n'aimez pas à vous trimballer avec des disques durs externes, ça peut valoir le coup de casser la tirelire et de prendre le modèle 2 Tera, même si ça coûte cher. C'est vrai que c'est un luxe, mais ça permet de ne pas être embêté à brancher des disques durs externes.
notamment si vous faites un peu de montage vidéo, vous avez énormément de données à gérer au niveau professionnel. Après, si le budget est un petit peu limité, ça vaut le coup de garder le stockage de base, voire même de prendre le modèle un petit peu moins cher avec 256 Go et d'acheter des disques durs externes qui vous coûteront quand même bien moins cher que ces 1440 € pour passer à 2 Tera, tout en sachant que ça, ces SSD là, ce sont les SSD les plus performants du marché. Il y a vraiment des débits en lecture-écriture qui sont très élevés. Donc c'est sûr que ça a un coût, et un sacré coût, puisque quand même c'est cher. Ensuite, l'option qui vaut le coup, sur laquelle il ne faut pas lésiner, c'est la carte graphique. Donc je vous conseille vraiment, mais vivement, de prendre cette option 4 Go de VRAM sur la carte graphique, puisque ce sera vraiment un plus d'une part pour la revente, et en plus, pour tout ce qui est photo, pour tout ce qui est vidéo, pour tout ce qui est montage, vous gagnerez en performance pour un investissement, on va dire, entre guillemets, de 120 € supplémentaires. Ensuite, voilà, là il y a les logiciels qui peuvent être installés en plus, donc ça c'est à vous de voir. Donc voilà, pour toutes ces options, vous voyez, on est quand même à plus de 3000 € sur ce modèle, si on reste à 512 Go. Donc voilà pour ce modèle haut de gamme. Si vous pouvez, faites-vous plaisir avec le stockage. Sinon, l'option obligatoire selon moi, c'est celle-ci, 4 Go de VRAM sur la carte graphique. Si on regarde rapidement les autres modèles de 15 pouces, si je prends le premier modèle, si votre budget est serré, restez en 256 et achetez un disque dur externe. Un disque dur externe de 2 Tera par exemple, aujourd'hui ça coûte un petit peu moins de 100 € ou une centaine d'euros. Bien sûr, ce n'est pas des disques durs à mémoire flash qu'on a dans les Mac, mais en tout cas ça permet quand même d'avoir du stockage en externe sans trop se ruiner. Et par contre, l'option vraiment conseillée que je conseille, c'est toujours cette option sur la carte graphique ici. Si on va du côté maintenant des 13 pouces au niveau des options, donc le premier Mac, attention, n'a pas la touch bar. Donc ça, c'est un petit peu un MacBook Air déguisé, puisqu'on a quand même des performances qui sont nettement inférieures à ces deux modèles ici. On est à 2 Go, alors que là, on est à 2,9 GHz au niveau de la fréquence des processeurs. Alors tout dépend de votre usage, ça reste quand même une très bonne machine, ce MacBook Pro entrée de gamme, puisque on a déjà 8 Go de mémoire d'office, et vous avez également les ports Thunderbolt 3, deux ports Thunderbolt 3 qui font aussi office d'USB-C. Donc je rappelle, encore une fois, l'USB-C, le Thunderbolt 3, c'est la même connectique. Donc au niveau des options sur ce premier Mac, au niveau du processeur, je trouve que ça vaut pas le prix de passer sur un i7. L'option super intéressante, c'est de augmenter la RAM. Malheureusement, ils l'ont mis à 8 Go et pas à 16 Go sur les 13 pouces. Et au niveau de la capacité, pareil, si le budget est serré, il vaudra mieux augmenter la RAM, selon moi, que plutôt augmenter le SSD et prendre des disques durs externes. Voilà pour ce MacBook entrée de gamme. Ensuite, sur le deuxième, je dirais la même chose, les 16 Go de RAM, donc il n'y a pas trop de changements. Et sur le troisième, ce sera également la même chose, l'option 16 Go de RAM, et ensuite le stockage, c'est à vous de voir en fonction du budget. Donc voilà, quoi qu'il arrive, tous ces Macs sont des excellentes machines. Je vous conseille, si vous le pouvez, si vous achetez un MacBook Pro nouvelle génération, de prendre les modèles avec la Touch Bar, puisque c'est quand même la principale nouveauté. Et on va dire c'est une rupture dans le monde du Mac. Jamais dans les Macs il n'y a eu de barre tactile multitouche. Donc c'est une nouveauté quand même qui vaut le coup, je pense. Je vous ferai un test dès que j'aurai reçu mon MacBook Pro avec la Touch Bar. Dernière chose, on a un MacBook Pro d'entrée de gamme ici, qui est encore vendu par Apple, puisqu'il fallait bien faire un Mac un petit peu moins cher. Donc ça peut valoir le coup d'acheter ce Mac, mais néanmoins, de 128 Go de stockage, c'est vraiment pas beaucoup. Donc si vous optez pour un Mac entrée de gamme, je vous conseille encore une fois d'aller ici dans les produits reconditionnés. Vous allez choisir les MacBook Pro 13 pouces et vous allez voir que vous allez pouvoir faire des économies, vous voyez, importantes. Et là on est à 1229 € pour un MacBook Pro Retina avec un stockage de 128. On économise quand même plus de 200 € par rapport à la version qu'on a vue tout à l'heure. Donc je rappelle que ces modèles reconditionnés, ce sont des modèles neufs qui ont été déballés, remballés par Apple, mais qui sont garantis exactement comme les modèles neufs. Donc en fait, il n'y a aucun intérêt à acheter les modèles neufs, puisque ceux-là sont également neufs. Et la simple différence, c'est que vous les payerez beaucoup moins cher. Voilà.
Donc pour les nouveaux Mac, si vous voulez les acheter en reconditionné, évidemment, quand des nouveaux modèles sortent, ils ne sont pas disponibles dans la section reconditionné. Donc ces Mac-là seront disponibles dans la section reconditionné, peut-être dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Donc si vous voulez faire des grosses économies, notamment si vous comptez acheter un MacBook Pro Retina avec la Touch Bar en 15 pouces, si le budget du Mac, vous voyez, est de 3000 ou 4000 euros, en modèle reconditionné, vous pouvez faire des économies allant jusqu'à 500, 600, 700 euros, puisque 15% de 3 ou 4000 euros, ça commence à faire des économies assez substantielles, donc ça vaut peut-être le coup d'attendre que ces Macs soient disponibles dans la section reconditionné. Donc voilà pour cette nouvelle gamme de MacBook Pro qui est assez alléchante. Voilà, vous l'aurez compris, le frein qu'on peut avoir pour acheter ces Macs, c'est tout simplement le prix. Est-ce que ça les vaut? Je vous dirai ça quand j'aurai testé, je vous donnerai mes premières impressions. Dernière chose au niveau des nouveautés annoncées par Apple le 27 octobre, on a une nouvelle version de Final Cut Pro qui est sortie en même temps que ces nouveaux Macs. J'aurai l'occasion sur le blog de passer en revue un petit peu toutes les nouveautés de Final Cut Pro. Donc j'attendais la nouvelle version de Final Cut Pro pour faire des tutos vidéo sur le blog. Je vais créer une nouvelle section vidéo où je parlerai de montage et de tout l'écosystème qui tourne autour de Final Cut. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu longue. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook ou YouTube, je rappelle que les commentaires c'est uniquement sur le blog. Ça m'évite tout simplement d'aller vérifier si les gens ont posé des questions à droite ou à gauche, ça me fait gagner du temps. Si vous n'êtes toujours pas abonné au blog, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.